Ça andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Bonjour et bienvenue sur Trajectly, le podcast des trajectoires migratoires personnelles et professionnelles. Je suis Telly Diallo et aujourd'hui on va parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur, un truc que j'observe, que je vis, que beaucoup d'entre vous vivent probablement sans forcément mettre un mot dessus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation, ou plutôt l'adaptabilité. Je veux qu'on fasse une distinction dès le départ. L'adaptation, c'est quoi? Alors, l'adaptation, c'est un événement et l'adaptabilité, c'est une capacité. Et cette nuance, elle change tout. Imaginez quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays. Première semaine ou premier mois, il ne comprend pas exactement comment fonctionne le système administratif, le système social, le système juridique. Il ne sait pas pourquoi les voisins ne disent pas bonjour dans l'ascenseur. Il trouve les administrations kafkaïennes, entre guillemets. Et là, croyez-moi, même les citoyens du pays d'accueil, les personnes de souche, comme on aime le dire, trouvent ça kafkaïenne. Donc, vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est l'adaptation, c'est-à-dire un processus, une contrainte parfois, ou un choix souvent. Mais au bout de quelques mois, de quelques années, quelque chose de plus profond se passe. Cette personne développe une forme de fluidité. Elle sait naviguer entre deux mondes, deux codes, deux langues. Elle lit les situations différemment. Elle comprend les situations différemment. Et cette personne est capable d'être à l'aise dans des contextes très variés. Et elle a développé un muscle que beaucoup de gens n'ont jamais besoin de faire travailler. Et ce muscle, c'est l'adaptabilité. Et aujourd'hui, on va l'explorer ensemble avec, avec des exemples concrets, des références académiques solides, quelques questions qui dérangent probablement et beaucoup d'humanité. Allez, c'est parti. Première chose, désacralisons le mot adaptation. Et quand on parle d'adaptation pour les migrants ou la diaspora en général, on a souvent une vision, j'ai envie de dire, un peu condescendante du truc. Comme si s'adapter, c'était juste apprendre à se fondre dans le moule, apprendre à sauter au bon moment, savoir dire bonjour de la bonne manière ou ne pas mettre trop d'épices dans ses repas pour ne pas déranger les voisins. Vous l'avez compris. Et moi, j'ai envie de dire, tout ça, c'est réducteur et c'est faux. Qu'est-ce que c'est l'adaptation? L'adaptation, dans sa définition la plus large, c'est-à-dire biologique, psychologique ou sociale, on, on peut être amené à dire que l'adaptation, c'est la capacité d'un organisme, d'un individu ou d'un groupe à modifier son comportement, ses stratégies, ses représentations, en réponse à un environnement changeant. C'est une réponse active et pas passive, vous l'avez compris. Et là, j'insiste sur le mot active, parce que s'adapter, ce n'est pas subir, même si parfois ça y ressemble. Pensez à un arbre. Quand il y a du vent, il plie, mais il ne casse pas. On est d'accord? Ses racines tiennent malgré le vent. Et plus il y a du vent, plus les racines s'approfondissent.
Et d'ailleurs, les scientifiques appellent ça, il y a un terme, alors c'est un terme qui est assez difficile à à prononcer et je crois qu'il y a un terme que les scientifiques appellent, la thigmomorphogénèse. C'est-à-dire le fait, qu'un arbre soumis, à des contraintes, entre guillemets «mécaniques», puisse développer des structures, plus solides. Vous voyez où je veux en venir, hein? Et donc la contrainte crée, de la solidité. Et pour les personnes de la diaspora, pour les membres de la diaspora, pour les migrants, pour ceux qui vivent entre 2 cultures, c'est exactement pareil. La pression de l'environnement, crée, j'ai envie de dire, des ressources internes qu'on ne développe pas autrement. Et ça, c'est une réalité. Mais posons-nous une question difficile. Est-ce que tout le monde s'adapte de la même manière? Est-ce que l'adaptation est toujours positive? Est-ce qu'elle a un coût? Je vous laisse répondre à ces 3 questions. Et moi, j'ai envie de dire, que oui, l'adaptation a un coût et on en parlera. Mais d'abord, je voulais qu'on comprenne, ce que c'est vraiment l'adaptation, parce qu'on a trop souvent une vision simpliste du truc. Et l'adaptation, vous l'avez compris, hein, c'est aussi une forme, d'intelligence, une forme, sociale, émotionnelle et culturelle. Et cette intelligence-là, les chercheurs commencent à peine à la mesurer correctement. Je vais vous parler de 2 chercheurs, que j'aime beaucoup citer ici. 2 intellectuels français, dont les travaux éclairent, vraiment, vraiment ce qu'on vit. Souvent mieux que, d'ailleurs, les discours politiques ou les grandes déclarations, hein. Et d'ailleurs, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez déjà de qui je vous parle. Le premier, c'est Abdel-Salek Sayad. Et Abdel-Salek Sayad était un sociologue franco-algérien qui était proche, de Pierre Bourdieu, qui était aussi, un grand sociologue français. Et Abdel-Salek Sayad, est l'auteur d'un livre fondamental, que vous connaissez maintenant, La double absence, qu'il a publié en 1999, et d'ailleurs quelques mois après sa mort. Et le titre, dit tout, hein, en fait, la double absence, ça dit tout. Et pour Abdel Salek Sayad, le migrant est structurellement absent de 2 endroits à la fois. Il est absent de son pays d'origine parce qu'il n'y est plus, mais il est aussi absent d'une certaine façon dans son pays d'accueil. Parce qu'il n'y est jamais vraiment, pleinement reconnu, comme présent, ni ici, ni là-bas. C'est-à-dire ni dans le pays, d'accueil, ni dans le pays d'origine. Et donc c'est ce que Abdel Salek Sayed appelle la double absence. Et cette situation, elle génère ce qu'on pourrait appeler un état de tension permanente. Une oscillation constante entre 2 appartenances, 2 identités, 2 façons d'être, au monde. Et Abdel Salek Sayad, ne dit pas que c'est une tragédie, on est d'accord, vous l'avez compris. Il dit que c'est une condition. Une condition qui façonne quoi? Une condition qui façonne, qui structure et qui produit, une certaine façon d'être. Et moi, quand je lis, Abdel Salek Sayad, je me dis, il ne parle pas de victimes. Il parle de personnes qui vivent dans une, certaine complexité, que peu d'autres connaissent. Et cette complexité, si elle est bien gérée, si elle est, reconnue, si elle est valorisée, elle devient une richesse. Et l'autre chercheur que je veux vous citer, c'est François Héran. Vous l'avez compris. François Héran est démographe, il est ancien directeur d'études à l'INED et au Collège de France. Il a écrit, beaucoup d'ouvrages. Il a écrit, un ouvrage, qui est intitulé «Avec la migration», qu'il a publié en 2017.
Et il est aussi auteur de l'ouvrage Le temps des immigrés, qui a été publié, je crois, en 2000, 10 ans avant, je crois. Et les travaux de François Héran sont un petit peu différents de ceux de Abdel Saleh Sayed, parce que ses travaux sont beaucoup plus quantitatifs et beaucoup plus démographiques, puisque c'est un démographe. Et ce que François Héran montre, c'est que l'intégration, ce concept qu'on utilise à toutes les sauces dans les médias, dans les débats politiques. Et, et donc, l'intégration pour lui est un processus bidirectionnel. C'est pas juste le migrant qui s'adapte à la société d'accueil. Et la société d'accueil, elle aussi change. Elle doit s'adapter. Elle évolue. Elle s'enrichit. Et l'immigration n'est pas, comme il le dit, hein, un phénomène qu'on subit ou qu'on gère. C'est un phénomène qui transforme tout le monde, qui transforme les migrants et qui transforme les pays d'accueil. Et d'ailleurs, François Héran est aussi très clair sur quelque chose. Les représentations qu'on a de l'immigration sont souvent déconnectées de la réalité statistique. On surestime les difficultés d'intégration, on sous-estime les capacités d'adaptation des personnes concernées. Et ça, comme il le dit, c'est un problème. Parce que quand on part du principe que les gens ou les migrants ne s'adaptent pas, entre guillemets, on ne crée pas les conditions pour qu'ils s'adaptent bien. Ce que j'aime chez ces deux chercheurs, c'est qu'ils refusent les deux caricatures dominantes. C'est-à-dire, ni, entre guillemets, ni les immigrés sont des victimes qui souffrent, ni les immigrés doivent juste se fondre dans le moule et tout ira bien. La réalité est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante. Et vous, dans cette réalité-là, vous vous reconnaissez? Je vous laisse réagir. Maintenant, parlons concret. Parce que c'est là où ça devient vraiment, vraiment intéressant. L'adaptation au quotidien. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner quelques exemples. Certains que j'ai vécus, d'autres que j'ai observés chez des profs ou entendus dans des témoignages. Alors, prenons le premier exemple, qui est la langue. Et c'est pas juste apprendre une nouvelle langue, hein, vous l'avez compris. Parce que ça, c'est l'adaptation de base, apprendre une langue. Je parle de quelque chose de plus subtil. Je parle du fait de changer de registre selon le contexte. En famille, on parle par exemple le soso, le poulard, le wolof, le lingala ou l'arabe. Et au bureau, on parle le français soutenu. Et avec les amis, on parle un français un peu plus décontracté, relâché, avec peut-être quelques mots de verlan. Et parfois, dans la même phrase, les trois en même temps. Et moi, j'appelle ça de la, de la jonglerie cognitive de haute performance, hein. Et c'est épuisant, vous l'avez compris. Mais en même temps, c'est magnifique. Et la plupart des gens qui ne l'ont jamais fait ne réalisent pas à quel point c'est un travail mental constant. Et prenons le deuxième exemple qui concerne les codes sociaux. Comment on se salue, par exemple? Comment on se fait la bise? Comment on serre la main? Et comment on fait un sourire poli de loin? Et en Europe, c'est déjà compliqué selon les pays ou les régions, hein. Je vous laisse imaginer quand on arrive avec des codes complètement différents, où la proximité physique est une marque de respect, où regarder quelqu'un dans les yeux peut être perçu différemment selon le contexte hiérarchique,
où le silence a une certaine signification que les citoyens du pays d'accueil n'ont pas nécessairement. Et d'ailleurs, j'ai un ami, je vais pas nommer son nom, mais qui se reconnaîtra ici peut-être, qui, heu, qui m'a raconté, qu'à son premier entretien d'embauche, dans son pays d'accueil, il a regardé le recruteur, avec tout le respect qu'il avait, c'est-à-dire un regard direct, une posture droite, une voix assurée et le recruteur l'a trouvé bizarrement trop sûr de lui. Et il m'a dit: «Imaginez cet ami-là ou cette personne-là dans son pays d'origine». Et je pense qu'exactement, la même attitude, serait perçue, comme du sérieux, de la maturité. Donc là, on a un même comportement, mais 2 lectures opposées. Et mon ami a a dit, et d'ailleurs mon ami a dû apprendre à doser un peu, à calibrer, à adapter sa façon d'être sans trahir, qui il est exactement. Parce que c'est vraiment pas évident. Et troisième exemple, qui est un peu plus, léger, ça va être, la question de la nourriture. La nourriture que certaines, aiment appeler la bouffe. Parce que de toute façon, moi, je n'aime pas cette expression, mais bon. C'est parce qu'on ne peut pas, enfin, on ne peut pas parler d'adaptation, sans parler de nourriture, hein, vous l'avez compris. C'est peut-être le terrain où, la résistance est la plus forte et avec raison d'ailleurs. Il y a quelque chose, de profondément identitaire dans la nourriture. Vous l'avez compris. Ce qu'on mange, comment on mange, avec qui on mange, c'est culturel, c'est familial et c'est émotionnel. Et là, la plupart des membres de la diaspora ont développé, une stratégie magistrale. Ils mangent, des 2 côtés, hein. Comme on a dit, en fait, ils vivent dans 2 mondes, le monde, heu, le monde du pays d'origine, le monde du pays d'accueil. Et donc, dans le pays d'accueil, il peut profiter des plats du pays d'accueil, par exemple. Et le soir à la maison, ils vont manger, par exemple, du riz et du mafé. Et le matin, ou en journée, ils peuvent profiter aussi, des croissants ou du pain le matin. Et le soir ou le week-end, parfois de la kiki. Et c'est pas de l'incohérence, hein, c'est de la flexibilité. C'est ce que j'appelle de de la flexibilité, être flexible. C'est aussi de la richesse, en fait, parce que, voilà, on essaie d'adopter, 2 richesses, de cultures différentes. Et franchement, avoir accès à ces 2 stratégies-là ou ces 2 nourritures, ces 2 types de nourriture, c'est un avantage considérable. Vous l'avez compris. Je pense que c'est vraiment un avantage considérable sur sur ceux qui, n'ont jamais goûté qu'à leur propre cuisine. Ce que je veux dire, avec des exemples ici, c'est simple. L'adaptation au quotidien, c'est un travail permanent et souvent invisible, souvent non reconnu. C'est un travail qui développe des compétences, et je dis bien des compétences réelles, concrètes et transférables. Et donc, ne les sous-estimez pas, ces compétences. Alors, petite pause, parce que si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas encore abonné à Trazekli, c'est le moment. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, où vous voulez. Et laissez-moi une note ou un commentaire si le contenu vous parle. Ça m'aide énormément. Et ça permet d'ailleurs à d'autres personnes de découvrir le podcast. Vous faites partie de la communauté, vous l'avez compris, alors faites-le savoir. Merci et on continue. Maintenant, soyons honnêtes.
L'adaptation a un coût. Je ne veux pas faire, un épisode de feel good, feel free où, on vous dit que tout va bien, que s'adapter, c'est génial et que la diaspora, c'est de la chance. C'est vrai, en partie, mais il faut aussi nommer les tensions. Et le premier paradoxe que moi j'ai envie de nommer ici, c'est que l'adaptation peut ressembler à une trahison. Beaucoup de personnes qui ont réussi à s'intégrer dans leur pays d'accueil ont vécu, j'ai envie de dire, ce moment étrange où les gens de leur communauté d'origine les regardent différemment. C'est-à-dire, voilà, ils peuvent entendre des phrases du genre, en mode, «Tu as changé, tu parles comme eux maintenant, tu as oublié d'où tu viens» ou parfois, c'est dit avec affection, mais parfois avec une pointe, de reproche parce que très souvent, les gens sont très forts, heu, dans les reproches et cette pression-là, elle est réelle parce qu'elle oblige à une question fondamentale. Est-ce que s'adapter, c'est se trahir? Est-ce qu'on peut changer sans perdre? Est-ce qu'on peut intégrer de nouveaux codes, sans effacer les anciens codes qu'on a? Et la réponse, c'est le moi. Et selon d'ailleurs les travaux de Sayad, c'est non. Vous l'avez compris. La réponse, elle est non. On ne perd pas, on accumule. Mais le chemin peut être douloureux. Et c'est pas parce que c'est douloureux qu'on a perdu. Et deuxième tension que je vais nommer l'injonction contradictoire. Qu'est-ce que c'est? Alors, prenons l'exemple de la société d'accueil qui dit souvent intégrez-vous, mais en même temps, cette société maintient des barrières, c'est-à-dire des barrières dans les démarches juridiques ou administratives, des barrières dans l'accès à l'emploi, des barrières dans les discriminations à l'embauche, et des barrières dans les contrôles aux faciès et dans les représentations médiatiques aussi. Et cette société dit tout simplement: «Soyez comme nous», tout en signalant régulièrement, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Vous voyez, c'est contradictoire. D'un côté, on vous dit, «Soyez comme nous, intégrez-vous», mais de l'autre côté, on vous dit: «Mais vous ne l'êtes pas vraiment». C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme nous. Alors, cette double contrainte, c'est-à-dire, «Intégrez-vous mais restez étrangers» entre guillemets, est une source de stress psychologique documentée et François Héran, le souligne très clairement dans ses travaux. L'intégration, ça ne dépend pas que des individus, ça dépend aussi des structures, des institutions, des politiques publiques. Et la troisième tension, c'est l'épuisement de la vigilance permanente. Être en mode, adaptation tout le temps, c'est épuisant. On est d'accord? C'est ce que certains, chercheurs appellent, le minority stress, c'est-à-dire, le stress lié, au fait d'appartenir à un groupe, minoritaire ou, de devoir constamment naviguer entre, son identité propre et les attentes, de la majorité. Et vous connaissez sûrement, cette fatigue-là. Ce moment où, vous rentrez chez vous, après une, longue journée au travail, où vous pouvez enfin parler, votre langue, manger votre cuisine, être vous-même sans avoir à vous expliquer. Ce relâchement-là, cette détente-là, c'est la preuve, que vous avez tenu un masque toute la journée. Alors pas forcément un faux masque, mais un masque quand même. Est-ce que c'est évitable? Heu, peut-être oui, partiellement. Mais est-ce que ça peut être allégé? Oui, et on va voir comment. Maintenant parlons, de ce que cette expérience produit, de positif. Je vais introduire un concept qu'on appelle, l'intelligence interculturelle et qu'on appelle dans la littérature, anglophone,
Cultural intelligence. Et, et qu'est-ce que c'est? L'intelligence interculturelle, c'est la capacité à fonctionner efficacement dans des contextes culturels divers. Et c'est une compétence qui se développe, pas une qualité innée. Les études montrent que les personnes qui ont vécu dans plusieurs cultures, qui ont dû naviguer entre plusieurs systèmes de valeurs et de codes sociaux, développent en général une intelligence interculturelle plus élevée. Vous l'avez compris? Elles sont meilleures pour décoder les comportements non verbaux, par exemple. Elles sont plus à l'aise dans l'ambiguïté et elles ont une meilleure tolérance à l'incertitude, j'ai envie de dire. Et dans le monde professionnel d'aujourd'hui, dans des équipes de plus en plus internationales, dans des entreprises qui travaillent sur plusieurs marchés internationaux, dans un contexte de mondialisation, de globalisation, cette compétence est de l'or, littéralement, vous l'avez compris. Les cabinets de recrutement commencent à le reconnaître d'ailleurs. Les entreprises qui travaillent à l'international cherchent d'ailleurs des profils qui savent naviguer dans la complexité culturelle. Et les personnes de la diaspora ou les membres de la diaspora, sans forcément l'avoir formalisé dans leur CV, ont souvent ce profil. Alors ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez conscientisé vos compétences? C'est très important. Est-ce que vous avez traduit votre expérience de l'adaptation en termes de compétences valorisables? Parce que c'est souvent là que le bas blesse. L'expérience existe, on est d'accord. La compétence, elle est réelle, mais elle n'est pas toujours nommée, packagée, elle n'est pas présentée de façon à être reconnue. Et je pense aussi à ce que François Héran appelle la transaction culturelle. C'est-à-dire cette idée que l'immigration n'est pas une perte, mais un échange. C'est-à-dire vous apportez quelque chose et vous recevez quelque chose. Et si les deux parties jouent le jeu, s'ils jouent vraiment le jeu, tout le monde sera grandi et gagnant. Et d'ailleurs, un exemple très concret. Je pense à la capacité de médiation. Et les personnes biculturelles, par exemple, les enfants de migrants, ceux qui ont grandi entre deux mondes, deux cultures, ont souvent une capacité de médiation remarquable, même si c'est pas valorisé. Et c'est des personnes, en tout cas, qui savent écouter les deux côtés, les deux mondes culturels, les deux codes sociaux, culturels, les deux mondes. Ils savent traduire, et pas juste en fait les mots, hein, mais ils savent traduire les intentions, les non-dits, les codes culturels, les codes sociaux. Et dans un monde qui en a désespérément besoin, c'est une compétence précieuse. Et je pense aussi à la résilience. Alors, pas dans le sens galvaudé du terme, mais, mais dans le sens assez littéral. C'est-à-dire la capacité à rebondir face à l'adversité, à maintenir une trajectoire positive malgré les obstacles. Et les études en psychologie positive montrent que les personnes qui ont traversé des épreuves, et comme vous le savez aussi, hein, la migration est une épreuve, c'est indéniable, hein. Et ces personnes développent souvent une forme de croissance post-traumatique. Elles deviennent plus solides après. Pas malgré l'épreuve, mais grâce à elle. Alors, je vais terminer avec quelques questions, des vraies questions. Alors, pas des questions rhétoriques, vous l'aurez compris, mais des questions qui méritent qu'on y réfléchisse. Alors, première question. À qui profite l'injonction à l'adaptation? Parce qu'on a tendance à placer toute la responsabilité sur l'individu qui arrive, sur le migrant qui arrive. Et
C'est-à-dire, c'est lui qui doit s'adapter, c'est lui, qui doit faire des efforts. Mais est-ce que la société d'accueil fait sa part? Est-ce qu'elle crée des conditions pour que l'adaptation soit possible? Est-ce qu'elle reconnaît les compétences acquises? Est-ce que cette même société d'accueil ouvre ses institutions, ses entreprises, ses espaces de pouvoir? Et Abdel Saleh Sayad posait déjà cette question dans les années 90. Et elle reste entière aujourd'hui, vous l'avez compris. Deuxième question, est-ce que l'adaptation a une limite? À quel moment s'adapter devient perdre son identité? À quel moment la flexibilité, devient effacement? C'est une question que beaucoup de personnes de la diaspora se posent, surtout en vieillissant. Surtout quand ils voient leurs enfants grandir avec une certaine culture hybride, c'est-à-dire une culture du pays d'accueil et une culture du pays, d'origine. Il n'y a pas de réponse universelle, vous l'aurez compris, mais la question mérite d'être posée. Et posée d'ailleurs en famille, hein, entre générations, parce qu'il est très important de se poser des questions parfois quand on est en famille. Parce que c'est là que les tensions se jouent le plus souvent. Troisième question, et celle-ci, je la pose directement à ceux qui sont dans leur pays d'accueil depuis longtemps. Et c'est quoi cette question? Est-ce que vous vous êtes permis de vous arrêter pour reconnaître le chemin parcouru? Parce qu'on est souvent dans la course, toujours en train de s'adapter, toujours en train de prouver, toujours en train de performer, toujours en train d'avancer, et on oublie de regarder en arrière et de dire waouh, son parcours est remarquable. Oui, vous avez appris une ou plusieurs langues. Vous avez navigué des systèmes administratifs complexes. Vous avez construit des réseaux dans un contexte qui n'était pas le vôtre. Vous avez maintenu des liens familiaux à travers des milliers de kilomètres. Vous avez élevé des enfants entre deux cultures. Vous avez travaillé, vous avez cotisé, vous avez créé et contribué. C'est tout simplement énorme. Et ça mérite d'être reconnu, d'abord par vous-même. Alors, on arrive à la fin de cet épisode et je vais vous laisser avec une image. Il y a un concept en japonais que j'aime beaucoup, le kintsugi, c'est-à-dire l'art de réparer les objets cassés avec de l'or. Vous l'avez peut-être vu quelque part. C'est-à-dire, au lieu de cacher les fissures, on les met en valeur, on les rend visibles, on les transforme en quelque chose de beau. L'objet réparé n'est pas moins précieux que l'original. Il est tout simplement différent. Il porte une histoire. Et pour certains, il est plus précieux encore. Je pense que c'est une belle métaphore pour l'adaptabilité de la diaspora. Les fissures existent, les ruptures, les déplacements, les deuils culturels, les sacrifices, tout ça existe. Mais la façon dont on les répare, dont on les traverse, dont on les transforme, c'est ça l'adaptabilité. C'est pas juste survivre, c'est se reconstruire avec de l'or. Alors pour conclure, s'adapter, c'est pas se soumettre, c'est naviguer, c'est choisir parfois, c'est subir parfois aussi, c'est composer et c'est, au bout du compte, une forme d'intelligence que peu de gens développent autant que vous. Portez cette compétence fièrement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trajectly. Si ce contenu vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin, tout simplement. Laissez-moi un commentaire, une note, un message. Votre retour compte énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je suis Télé Diallo. À très bientôt, Inch'Allah, sur Trajectly.